Bonjour, je suis Christelle Burezi. Bonjour, je suis Éric Bidot. Nous allons vous parler de l'intéressement aujourd'hui. Alors, comment profiter au mieux de ce dispositif d'épargne salariale dans les entreprises de moins de 50 salariés? L'agenda de ce webinaire. Dans un premier temps, quelques mots rapides sur RS. Et ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les objectifs de l'intéressement? Quelle est l'efficacité de l'intéressement qui le rende incontournable? Qui sont les bénéficiaires de l'intéressement? Comment construire, formaliser et appliquer un accord? Nous verrons ensuite un cas pratique et puis nous conclurons bien entendu. Alors, ce que nous vous proposons, c'est de poser vos questions plutôt en fin de webinaire. Et puis, nous tenterons à la fin de ce webinaire de répondre à une majorité de questions. Dans l'hypothèse où nous n'aurions pas le temps de voir toutes les questions, bien entendu, nous répondrons à celles-ci sur notre blog partageduprofit.com. Nous vous proposons, avant de démarrer cette présentation, de couper la vidéo et nous vous retrouvons en conclusion de cette présentation pour répondre à l'ensemble de vos questions. À tout de suite en vidéo donc. Alors, dans un premier temps, quelques mots sur RS, bien entendu. RS, c'est une société, est un acteur indépendant qui est spécialiste de l'épargne salariale, la retraite collective et individuelle et de l'actionnariat salarié, coté, non coté, individuel ou ciblé. RS gère à ce jour 1,7 milliard d'encours environ en épargne salariale et retraite pour environ 120 000 bénéficiaires de ces solutions et 12 000 entreprises clientes de tout secteur et de toute taille. Alors, quels sont les objectifs d'un accord d'intéressement? Ils peuvent être multiples. L'objectif principal de l'intéressement, c'est d'améliorer la performance et la rentabilité de l'entreprise, de partager le profit avec cet outil qui est très efficace, Eric. Nous allons le voir pendant toute cette présentation. Dans un premier temps, il y a, depuis la loi Macron de l'été 2015, un forfait social qui est réduit à 8% pour toute entreprise de moins de 50 salariés qui met en place pour la première fois un accord, au lieu des 20%, et nous détaillerons les conditions juste après. C'est une rémunération variable qui est non acquise, l'intéressement, et qui est non acquise. Pourquoi? Bien parce que si on atteint les objectifs définis dans cet accord, la prime est acquise, elle est versée. Si on n'atteint pas le ou les objectifs définis dans cet accord, cette prime n'est pas versée, tout simplement. On peut avoir une vision totalement entrepreneuriale vis-à-vis de l'intéressement, puisque l'objectif, c'est de partager le profit dans une certaine mesure, et donc de pouvoir permettre d'améliorer, motiver l'ensemble des bénéficiaires à atteindre des critères et d'améliorer donc la performance au sens général. Et puis enfin, c'est une façon également de flécher les économies de charges sociales et d'impôts vers la constitution d'un patrimoine financier. Alors, on peut avoir plusieurs objectifs et on peut répondre à plusieurs objectifs grâce à l'intéressement. Un des premiers objectifs, c'est de pouvoir motiver l'ensemble de ses salariés grâce à cet intéressement. Par exemple, ce qui est le plus fréquemment utilisé, c'est le fait de verser l'équivalent d'un mois de salaire, ce qui est perçu comme un objectif motivant par rapport aux salariés. Quels peuvent être, par exemple, les objectifs qui peuvent être motivants pour les salariés et que l'on puisse définir dans cet accord? Par exemple, on peut tout à fait envisager de dire, voilà, nous avons de l'intéressement qui est distribué si nous améliorons notre chiffre d'affaires de 4% chaque année de l'accord. Il peut y avoir un intéressement qui est distribué si nous améliorons notre résultat d'exploitation de 2,5% chaque année. Il peut y avoir d'autres exemples. Par exemple, je peux aussi avoir des critères plus qualitatifs, plus métiers. Si notre taux de non-conformité est inférieur à 0,5%, alors ça se déclenche. Ou bien encore, si le nombre de nos nouveaux clients nets est supérieur à 20 par trimestre, tout à fait subjectif, mais bon voilà, pourquoi pas, ça déclenche une prime.
Donc, nous pouvons avoir un ou plusieurs objectifs concrets qui motivent l'ensemble des bénéficiaires à l'atteinte de ces critères. Alors, il faut noter précisément que l'intéressement est hors assiette des rémunérations brutes versées. Donc, ce qui veut dire que cela n'impacte absolument pas les exonérations bas salaire Fillon. Donc, l'intéressement dans un tel contexte est à privilégier puisque c'est une prime variable collective qui est exonérée de charges et d'impôts. C'est une réelle carotte pour le bénéficiaire. Une entreprise peut décider de distribuer, cas concret, 5 000 € en forfaitaire sur l'ensemble des bénéficiaires et qui vont être répartis proportionnellement au temps de présence ou bien liés à un pourcentage de la masse salariale répartie proportionnellement à la rémunération à l'ensemble des bénéficiaires. Donc, nous allons voir des cas concrets tout à l'heure pour préciser davantage ces dispositions. Je peux avoir également un objectif qui serait de vouloir piloter davantage mon niveau d'impôt, puisque l'intéressement, c'est une charge de personnel, il réduit le résultat de l'exercice. Nous avons là un schéma qui illustre ce propos, puisque si je verse un intéressement, si je calcule et verse un intéressement, au titre de l'exercice N, l'intéressement est une charge de personnel et donc directement va impacter le résultat de l'entreprise de l'année et donc son impôt sur l'année. Imaginons un exemple d'une entreprise qui a un certain niveau de résultat, par exemple 48 120 €. Eh bien, sur cette entreprise qui est soumise à IS, eh bien, il va y avoir une partie de son impôt qui est imposée à 33,33% et l'autre partie à 15%. Donc, 38 120 €, c'est la partie qui est imposée à 15. Au-delà, nous sommes imposés à 33,33%. Imaginons qu'elle mette en place un accord d'intéressement qui, s'il se déclenche, verse une prime de 10 000 € en cas d'atteinte des objectifs. Eh bien, du coup, comme ça vient impacter directement son résultat de l'année, l'entreprise passe à un résultat de 38 120 €, c'est-à-dire qu'elle ne sera imposée qu'à hauteur de 15%. Elle a ainsi, Christelle, gommé son impôt société à 33 1/3. On peut éventuellement parler comme ça, oui, effectivement. Dans le cas qu'on vous donne, l'entreprise gagne 3 333 € du coup en budget directement, puisque 33,33% de 10 000, ça fait 3 333, si on va jusqu'au bout. On peut avoir aussi un autre objectif grâce à cet intéressement, qui est de se constituer un patrimoine personnel efficace, notamment, plus précisément, dans les entreprises dites familiales. Alors, on va cibler les entreprises où le cadre collectif est mieux partagé dans l'entreprise. Je pense notamment à une entreprise où nous n'avons que des conjoints, le dirigeant et le salarié, ou alors une entreprise familiale plus large avec des gens proches de la famille, ou bien encore une entreprise qui aurait des salariés et des dirigeants actionnaires à parité. Donc, ce type de structure où la contrainte du collectif est mieux partagée. Eh bien, ça, c'est idéal puisqu'on va pouvoir réfléchir davantage en constitution complémentaire d'un patrimoine en fonction d'un budget possible directement. L'intéressement, il va permettre d'obtenir des rémunérations variables allégées en cotisation sociale et voire même, dans la plupart des cas, exonérées d'impôts. Pourquoi dans la plupart des cas? Eh bien, parce que l'intéressement n'est exonéré d'impôts que s'il est investi directement dans des plans d'épargne. Donc ça, c'est le choix de chacun. Nous verrons cela tout à l'heure. Éventuellement même renforcé avec de la mise en place d'un abondement dans ce plan d'épargne. On pourrait également avoir un autre objectif qui est de vouloir repousser l'obligation de la participation. Dans une entreprise qui franchit le seuil des 50 salariés, cette entreprise, lorsqu'elle dégage des bénéfices, est obligatoirement soumise à la conclusion d'un accord de participation. Or, il faut savoir qu'une entreprise, elle va compter son seuil de 50 salariés de la façon suivante. Elle va devoir le compter sur 12 mois consécutifs ou non sur l'exercice en cours et les 2 exercices qui précèdent, en cumul. Imaginons que l'entreprise soit soumise à partir de cet exercice-là. Donc là, on a un schéma qui illustre une entreprise qui va passer les 50 salariés sur une période entre 2017 et 2018 en cumul. Et donc, on va constater fin 2018 qu'elle est bien soumise à cette participation.
Si j'envisage de mettre en place un accord d'intéressement avant fin 2018, donc avant l'obligation de la mise en place de cette participation, eh bien, l'entreprise met en place un accord d'intéressement sur 2018, 2019, 2020 et de ce fait, va décaler d'autant l'obligation de la mise en place de son accord de participation. Alors, il y a de forts avantages à ça puisque, en effet, le montant de prime à distribuer va être potentiellement inférieur si l'entreprise choisit des budgets inférieurs dans son accord d'intéressement, c'est la souplesse de l'intéressement. Hein. Nous savons que cette participation dépend d'une formule légale minimum obligatoire, donc les montants peuvent être parfois assez importants. Et puis, je vais pouvoir également piloter davantage des objectifs grâce à cet intéressement qui est beaucoup plus souple que cette formule légale minimum obligatoire. Alors, nous allons davantage rentrer dans le vif du sujet de l'intéressement puisque, Eric, tu vas nous faire l'état de cette efficacité de cet accord qui va finalement le rendre totalement incontournable. Exactement, Christelle. Observons ensemble quel est le degré d'efficacité de l'intéressement, ce qui en fera un outil complètement incontournable pour l'entrepreneur. Les différents points qui caractérisent l'intéressement, c'est que c'est effectivement un outil collectif, c'est un outil de motivation et d'amélioration de la performance qui est proposé à l'initiative de l'entrepreneur. Il sera adopté avec les salariés, mais celui qui va déclencher le projet dans l'entreprise, c'est bien l'entrepreneur. On voit ici qu'aux prémices de la mise en place d'un accord d'intéressement, il garde la main sur l'initiative du projet. L'objectif de l'intéressement, c'est effectivement que l'entreprise se dote d'un outil pour partager une part de profit définie par l'entrepreneur entre lui-même, les autres mandataires sociaux et assimilés, y compris les conjoints collaborateurs, bien entendu les salariés. Et ce n'est que lorsque l'accord se déclenche que l'on aura effectivement cette somme d'argent à distribuer. Si l'accord ne se déclenche pas, la sécurité est totale pour l'entrepreneur, il n'y aura aucune somme à distribuer. Et alors, Eric, est-ce que n'importe quelle entreprise peut mettre en place cet accord ? Effectivement, Christelle, toute entreprise, quel que soit son statut, du moment qu'elle a un salarié, elle peut se doter d'un accord d'intéressement. Il conviendra cependant en fonction de l'environnement de l'entreprise, de son activité. Je pense par exemple à une association versus une entreprise du secteur concurrentiel, d'être particulièrement attentif au choix des seuils de déclenchement. Mais ces caractéristiques d'efficacité de l'intéressement que sont sa déductibilité des résultats de l'entreprise, qui soit soumis à IR ou qui soit soumis à IS, son exonération de cotisations sociales, les classiques charges patronales, charges salariales, n'ont pas lieu d'être avec un accord d'intéressement. On va plutôt réfléchir forfait social pour l'entreprise et puis CSG, CRDS pour le bénéficiaire. On va très rapidement voir que nous ne sommes pas du tout sur les mêmes niveaux de cotisation sociale. Enfin, cerise sur le gâteau, et c'est aussi un des effets très sympathiques de l'accord d'intéressement, c'est que l'on soit en période 2017 de projet de retenue à la source ou non, si on prend de l'intéressement cash, c'est imposé au titre de l'impôt sur le revenu. En revanche, comme Christelle le rappelait précédemment, si on investit dans un plan d'épargne cet intéressement, non seulement on a la certitude de ne pas être imposé au titre de l'impôt sur le revenu pour les sommes d'intéressement versées, mais dans certains cas de figure, si l'entrepreneur l'a décidé, cet intéressement pourra générer un versement complémentaire de la part de l'entreprise, qui est le fameux abondement sur les plans d'épargne salariale. Alors, quelles sont justement ces conditions de forfait social qui peuvent être appliquées suivant les accords d'intéressement en place dans les entreprises? Retenons une règle, 2 taux principaux de forfait social s'appliquent aux accords d'intéressement. Premier taux, le taux classique pour des entreprises qui ont un accord d'intéressement, qu'elles appliquent depuis au moins 5 ans, qu'elles ont renouvelé. Le taux est à 20%. Donc 20% de charges patronales au titre du forfait social sur les sommes d'intéressement mises en paiement. Que ces sommes d'intéressement soient mises en paiement sur un plan d'épargne ou en cash, donc immédiatement disponible pour le bénéficiaire,
le taux est de 20. Petite subtilité, si l'entreprise dispose d'un plan d'épargne retraite collectif ou PERCO qui est compatible avec la loi Macron du 7 août 2015, à ce moment-là, l'intéressement qui sera volontairement versé par les bénéficiaires sur ce fameux PERCO aura un taux de forfait social de 16% et non de 20%. Dans les autres cas de figure, une entreprise qui se dote pour la première fois d'un accord d'intéressement, qui n'en a jamais appliqué dans les 5 exercices précédents, et qui a moins de 50 salariés, le taux de forfait social est, lui, de 8%. Ce taux est tout à fait intéressant pour l'entrepreneur. Si l'on regarde le graphique, l'histogramme suivant, on constate qu'avec un taux de forfait social à 8%, c'est le dernier bâton sur votre droite, pour un budget employeur de 1 000 €, 852 € net de frottement social et fiscal vont aux bénéficiaires qui, par exemple, investit cette somme d'intéressement dans un plan d'épargne salariale. L'objectif ici pour l'accord d'intéressement, c'est bien de maximiser le net bénéficiaire. Le dirigeant a choisi d'engager un budget, de préférence avec un outil astucieux qui va maximiser le net bénéficiaire. L'autre raisonnement, et l'accord d'intéressement sait parfaitement répondre à ce raisonnement, c'est de dire je veux minimiser mon coût employeur. Je souhaite faire bénéficier d'une prime variable de 1 000 € si nous atteignons un objectif. Quel outil en tant qu'entrepreneur puis-je utiliser pour que mes salariés et moi-même ayons 1 000 € si tout se passe bien durant l'exercice? L'intéressement répond parfaitement à cette interrogation, puisqu'on voit ici que ce soit avec un forfait social à 20% ou un forfait social à 8%, en comparaison d'une rémunération variable sur bulletin de salaire ou par prélèvement de gérant, l'intéressement est beaucoup plus efficient. Regardons maintenant qui peuvent être les bénéficiaires de cet accord d'intéressement et surtout dans quelles conditions. On verra ensemble que la loi Macron a changé la donne pour notamment l'examen de la situation du dirigeant. L'intéressement est un outil collectif, Christelle nous l'a rappelé, donc tous les salariés présents à l'effectif, du moment qu'ils répondent à la condition d'ancienneté de l'accord, en règle générale, 3 mois d'ancienneté sur l'exercice de calcul et le précédent, seront bénéficiaires de l'accord d'intéressement. Pour les dirigeants, il faut l'écrire dans l'accord déjà, et ne pas oublier, puisque c'est parfois quelque chose qui peut être omis. Donc, si les dirigeants doivent être bénéficiaires d'un accord d'intéressement, ils doivent être mentionnés dans l'accord. Bien entendu, toutes les entreprises ne peuvent pas, quel que soit leur effectif, faire bénéficier leurs dirigeants mandataires sociaux d'un intéressement. Le législateur l'a borné à 250 salariés. Et bien entendu, il doit y avoir un salarié à minima dans l'entreprise. Notons que les conjoints collaborateurs ou conjoints associés du dirigeant, s'ils ont une activité non rémunérée dans l'entreprise, et réelle bien entendu, pourront bénéficier eux aussi de l'accord d'intéressement. Voyons ensemble comment appliquer cette fameuse nouvelle condition de 12 mois d'emploi d'au moins un salarié, 12 mois consécutifs ou non d'ailleurs sur l'exercice de calcul et les 2 précédents. Cette condition étant remplie, le dirigeant pourra bénéficier de l'accord d'intéressement et en plus, lorsque l'intéressement sera mis en paiement, qu'il sera versé aux bénéficiaires, il faudra également que un salarié soit sous contrat lors de ce jour de versement pour que le dirigeant puisse flécher vers un plan d'épargne salariale cette somme issue de son accord d'intéressement. Premier cas de figure, le décompte est très simple. N est l'exercice de calcul. J'ai eu un salarié au moins à temps plein, à temps partiel pendant 7 mois. Je ne suis pas aux 12 mois. Je remonte donc d'un exercice pour voir si j'arrive à ces fameux 12 mois. J'ai eu un salarié pendant 8 mois, le même qu'en N ou pas d'ailleurs, 7 et 8, 15. J'ai bien plus de 12 mois d'historique d'emploi d'au moins un salarié. Je peux donc en tant que dirigeant bénéficier de l'intéressement et lorsque je le mettrai en paiement N+1, on voit ici que dans ce cas numéro 1, le dirigeant emploie également un salarié. Il pourra verser son intéressement dans un plan d'épargne salariale. Dans le cas numéro 2, celui-là, exercice N, seulement 11 mois d'emploi d'un salarié. 11 mois est inférieur à 12. On va donc remonter d'un exercice en arrière. N-1
il y avait un salarié pendant 3 mois, 11 et 3, 14 mois, je suis bien supérieur à 12 mois, le dirigeant peut donc être bénéficiaire de l'accord d'intéressement. En revanche, en N+1, lorsque l'intéressement sera mis en paiement, on voit que dans ce cas de figure, le dirigeant n'a pas de salarié sous contrat. Dans ce cas, il ne pourra pas verser sur son dispositif d'épargne salariale. Éric, j'ai une question. Dans ce cas-là, est-ce qu'il me faut absolument un salarié à temps plein et est-ce qu'il faut que ce soit toujours le même salarié? Non, Christelle, c'est une très bonne question. Le droit précise qu'il doit y avoir un salarié sous contrat de travail, que ce contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel. Et on regarde bien sur une période de 12 mois consécutifs ou non, que l'on ait par mois calendaire au moins un bulletin de salaire. Donc, temps plein, temps partiel, peu importe, que ce soit le même salarié sur l'ensemble de la période ou des salariés différents, là aussi, peu importe. La souplesse dans cette règle des 12 mois est quand même grande, tant sur la durée du contrat de travail que sur l'identité du salarié qui peut se succéder tout au long de cette période. Comment construire, formaliser et appliquer un accord d'intéressement, Christelle? Bonne question. Alors, nous allons réfléchir tous ensemble à comment construire et mettre en œuvre cet accord. Il faut toutefois, en amont, bien conserver certains principes fondamentaux en tête. Un premier principe, c'est, bien entendu, on le rappelle jamais assez, le respect du caractère collectif de cet accord. En effet, les règles que l'on définit dans un accord d'intéressement sont valables pour tous et toutes. Deuxième aspect, le respect du principe de non-substitution de l'épargne salariale à du salaire, par exemple. En effet, en France, on ne peut pas remplacer un système de rémunération par un autre en un simple claquement de doigts. Il faut respecter un délai de non-substitution qui est de 12 mois entre le dernier versement de l'ancienne prime à remplacer et sa dénonciation par les salariés et la mise en œuvre du prochain système. Troisième aspect, le respect du caractère aléatoire. Ça, c'est fondamental. Nous allons notamment réfléchir ensemble à un ou plusieurs critères de déclenchement, des objectifs à atteindre, qui de fait doivent rester aléatoires, sans quoi le principe de l'intéressement n'est pas suffisamment motivant. Il faut que j'atteigne des critères d'amélioration pour pouvoir déclencher cette prime. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle nous avons et nous sommes soumis à certains délais dans la mise en place de cet accord. Et puis enfin, une entreprise doit absolument être à jour de sa représentation du personnel lorsqu'elle met en place des accords collectifs. Donc, dans l'entreprise de moins de 50 salariés, elle doit avoir élu ou être en train d'élire un délégué du personnel et potentiellement, elle peut aussi avoir un délégué syndical dans l'entreprise. Donc, il faut s'assurer de ces éléments-là avant même de partir dans la réflexion autour de son accord. Ensuite, que dois-je faire pour construire concrètement mon accord? Plusieurs étapes, on en a dénombré 5. Première étape, eh bien, tout simplement, fixer son objectif, son budget global sur chaque exercice de l'accord. En effet, nous avons des maxima légaux. Nous avons au maximum au niveau global de l'entreprise, une entreprise ne peut pas verser plus de 20% de l'ensemble de ses rémunérations brutes au titre d'une prime globale sur une année. Et puis à titre individuel, c'est également limité, un plafond assez large, remarquez bien, de la moitié d'un plafond annuel de la sécurité sociale, soit pour cette année, 19 614 € par personne. Alors, le principe de ce budget global, c'est de dire, ben voilà, une fois qu'on a atteint nos objectifs, qu'est-ce qu'on va distribuer concrètement aux bénéficiaires? Eh bien, vous allez pouvoir définir une prime qui est soit forfaitaire, soit variable, donc en pourcentage ou en montant en valeur absolue. Et ça va être en fonction de la volonté de l'entrepreneur. Deuxième étape principale, eh bien, c'est là que ça va être plus intense, c'est le choix de ce ou ces critères de déclenchement, puisque il faut toujours conserver en tête le fait que l'on doit être totalement aléatoire dans le choix de ces critères. Alors, on va choisir des critères qui sont basés sur le résultat ou la performance dans l'entreprise. Il faut s'assurer que le ou les critères que l'on définit restent systématiquement liés à des critères quantitatifs ou qualitatifs, hein, plus métier pour le qualitatif et plus lié à la liasse pour le quantitatif, que ces critères doivent rester systématiquement mesurables, identifiables et contrôlables dans les systèmes de gestion de l'entreprise. Ça veut dire, Christelle, qu'on peut par exemple prendre des critères qui sont dans les tableaux de bord de l'entreprise.
Oui, oui, exactement, tout simplement. Je peux mixer ces critères, en faire des ratios. À partir du moment où je peux les contrôler à ce niveau-là, ça fait tout à fait partie des possibilités. Et puis enfin, ces critères, idéalement, il faudrait que l'on puisse avoir un historique sur 3 ans. Pour l'entreprise, évidemment, qui existe depuis plus de 3 ans. Bien entendu, l'entreprise qui se crée, ça peut être différent. Et enfin, sur ces critères, il faut bien entendu que cela soit compris par les bénéficiaires, puisqu'on est en train de leur dire il faut atteindre ce critère pour que la prime se déclenche. Alors, on va donner quelques exemples de critères. Par exemple, en critères quantitatifs, ça peut être tout à fait la progression du résultat courant avant impôt d'une année sur l'autre. Ça peut être la progression d'un taux de résultat d'exploitation par rapport à un chiffre d'affaires. En critères qualitatifs, par exemple, on peut tout à fait envisager des critères plus liés au métier, donc dans une usine, envisager l'amélioration du taux de qualité de sortie d'usine. Alors, on veut que ce taux soit supérieur à 95%, soit chaque année, soit on fait augmenter ce taux sur chaque exercice de l'accord. Voilà, donc il y a beaucoup de possibilités. Une grande souplesse, en fait. Une grande souplesse, exactement. Ça crée une certaine souplesse, une grande souplesse de cet accord. Alors, on va tout de suite aller vers un des critères qui, selon nous, est compliqué, dans le sens où, par exemple, il faut savoir que le chiffre d'affaires en critère, en valeur absolue, n'est pas du tout admis. Ce n'est pas un critère qui est aléatoire du point de vue des instances. En revanche, la progression de ce chiffre d'affaires est autorisée. De même qu'une entreprise qui aurait plus de 10 ans de bénéfices et qui met en place un seuil de déclenchement basé sur simplement le fait d'avoir un bénéfice positif peut ne pas être admis, puisque l'entreprise a fait des bénéfices depuis de nombreuses années et là, elle fixe un bénéfice inférieur à ce qu'elle a déjà fait. Donc, on va partir du principe que le principe de l'aléa n'est pas tout à fait respecté. Donc, globalement, c'est assez souple et puis les critères, bien sûr, doivent être précisément définis dans cet accord. Il y a, attention, évidemment, des enjeux au choix de ces objectifs, puisque si c'est mal calibré, cela risque d'être mal compris et donc de ne pas être efficace vis-à-vis des bénéficiaires. Ensuite, troisième étape importante, on va calculer cette prime. C'est-à-dire qu'on a atteint notre objectif, plusieurs objectifs, et on veut définir la formule de calcul. Qu'est-ce que je vais aller distribuer concrètement de mon intéressement. Donc, je peux distribuer un pourcentage de quelque chose ou un montant en valeur absolue. Le pourcentage de la masse salariale, évidemment, tout ceci dans la limite des plafonds maximums légaux qu'on a évoqués brièvement tout à l'heure, qui sont de 20% de l'ensemble des rémunérations annuelles brutes au niveau global pour l'entreprise sur une année, et puis de la moitié d'un plafond annuel de sécurité sociale au niveau individuel. Je ne peux pas distribuer plus de 19 614 € cette année. Ainsi, je peux décider également de plafonner ou pas, collectivement ou individuellement, cette prime. Également. Donc, je peux dire, quoi qu'il arrive, même si le plafond légal de distribution individuelle, c'est 19 614 €, moi, je ne veux pas distribuer plus de 5 000 € d'intéressement à une personne dans mon entreprise. Donc, j'ai tout à fait la possibilité de borner ce budget. Et les 5 000, donc, s'appliqueront à l'ensemble des bénéficiaires dans ce cas-là. Exactement. D'accord. Quatrième point important, l'étape de la répartition également. Il va falloir réfléchir à ce que l'on veut, notamment parce que le choix de cette répartition peut avoir un impact également. J'ai la possibilité de répartir cette prime uniformément, c'est-à-dire que tous les bénéficiaires auront exactement la même prime, strictement égale entre bénéficiaires. Attention, parce que dans ce cas, la prime n'est pas proratisée, c'est-à-dire que si un bénéficiaire est parti en milieu d'année de l'entreprise, il a la même prime que celui qui a fait toute l'année dans l'entreprise. Deuxième possibilité, une répartition proportionnelle à la rémunération. Dans ce cas, attention, le dirigeant ne peut pas avoir plus proportionnellement que le salarié qui gagne le plus dans l'entreprise. Et troisième possibilité, une répartition proportionnelle à la durée de présence, cette fois, donc on entend par durée de présence le temps de travail effectif. Et donc, dans ce cas, la prime peut être proratisée si un bénéficiaire s'en va en milieu d'année. Christelle, si le dirigeant est président salarié d'une SAS, c'est bon, il a le salaire le plus élevé, il est salarié, pas besoin de proratiser. Alors, à ce moment-là, ça dépend du choix de répartition. S'il choisit une répartition uniforme, il a la même prime que tout le monde. S'il choisit une répartition au temps de présence, il aura la même prime que tout le monde si tout le monde est à 100% de temps de travail. En revanche, en effet, Eric, s'il choisit une répartition proportionnelle à la rémunération, il ne faut pas oublier que qu'il soit salarié ou non, à partir du moment où il est mandataire,
il ne pourra pas avoir plus proportionnellement que le salarié qui gagne le plus dans l'entreprise. Quand on dit salarié qui gagne le plus, on entend bien entendu les salariés distincts du mandat social. Donc, sans mandat social. Sans mandat social. D'accord, parfait. Merci. Et puis enfin, dernier aspect important de la construction de l'accord, il va falloir, maintenant qu'on a bien réfléchi à tout ça, eh bien, avoir l'approbation d'une majorité des salariés par ratification et négociation, donc en fonction de la représentation du personnel. Si je n'ai pas de délégué syndical dans mon entreprise de moins de 50 salariés, je vais devoir ratifier l'accord avec une majorité des 2/3 des salariés présents à l'effectif. Et puis, une fois que j'ai ratifié cet accord, eh bien, je vais devoir déposer l'accord dans les délais, on va voir tout de suite les délais, à la direction du travail, puisque c'est le dépôt à la direction régionale du travail qui va permettre l'exonération des droits. Alors, si on prend un exemple de délai, c'est tout simple. Pour une entreprise qui clôture à décembre, voilà quels vont être les délais respectés. Une entreprise, à la base, doit absolument conclure son accord dans la première moitié du premier exercice d'application. Donc, dans le cas d'une entreprise qui clôture au 31 décembre, elle doit conclure avec ses salariés avant le 30 juin son accord. Et puis, elle a 15 jours ensuite pour déposer cet accord. Donc, avant le 15 juillet, par lettre recommandée, par exemple, sans dépôt d'accord. Ensuite, l'accord s'appliquera bien sur 2017, 2018 et 2019. Et attention, parce que fin 2019, il n'y aura plus d'accord en place et il faudra bien penser à renouveler un accord si je souhaite continuer à avoir de l'intéressement. Donc, il faudra redéposer un nouvel accord dans les mêmes conditions que précitées. Ensuite, quelles sont les conditions pour que les gens perçoivent leurs primes? Il y a des délais également en termes de versement des primes d'intéressement. L'entreprise doit absolument verser la prime d'intéressement avant le dernier jour du 5e mois qui suit la clôture comptable de l'exercice concerné. Donc, dans notre cas, l'entreprise doit verser cette prime aux bénéficiaires, que ce soit en cash ou investi dans les plans, avant le 31 mai. Au-delà, elle va devoir des indemnités de retard pour chaque jour dépassé. C'est des indemnités légales. Sur ces délais, Christelle, si l'entreprise a un petit peu de retard pour conclure l'accord, qu'est-ce qui se passe? C'est pas très grave, non? Alors là, on est très embêté puisque une entreprise qui conclut cet accord avec ses salariés et qui a oublié ou dépassé les délais pour le dépôt, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? À clôture, si elle a atteint les critères, elle va devoir verser sa prime, sauf que cette prime ne sera pas exonérée de charges et d'impôts. Ah, donc il y a un vrai intérêt facilement quantifiable à respecter impérativement ces délais. Absolument, Eric. C'est très, très important de pouvoir respecter ces délais de dépôt. Et puis, il y a également une possibilité qui rend l'accord d'intéressement absolument extraordinairement souple, pardonnez-moi pour le mot mal dit, extraordinairement souple, c'est le supplément d'intéressement. Alors, quelles sont les conditions pour que l'entreprise puisse utiliser ce supplément? Eh bien, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est le fait de pouvoir verser un supplément d'intéressement si l'entreprise a déjà distribué sa prime d'intéressement au titre de l'exercice. À ce moment-là, le chef d'entreprise décide unilatéralement s'il souhaite distribuer une prime complémentaire au titre de ce même exercice. Et donc, il va pouvoir verser une prime complémentaire en plus de la prime déjà distribuée, évidemment dans la limite des plafonds maximum légaux. Et unilatéralement, Christelle, ça veut dire qu'il décide tout seul, le dirigeant? Il est complètement libre de verser une prime complémentaire dans la limite des plafonds maximum légaux, à partir du moment où il respecte bien les modalités de répartition de l'accord déjà en place, bien entendu. Alors, il y a plein d'avantages à ce supplément, notamment, alors, je vais bénéficier sur cette prime, sur ce supplément, des mêmes exonérations fiscales et sociales que la prime initiale. C'est extrêmement souple du coup, efficient, puisque chaque fois que l'entreprise aura une année exceptionnelle, elle pourra décider de verser une prime complémentaire. Et puis surtout, on se rend compte très vite que cela surtout rassure le chef d'entreprise qui, de ce fait, ne crée pas des conditions d'un acquis permanent. C'est un peu le stress souvent qui est donné par les chefs d'entreprise à ce niveau-là. Et donc, ça va inciter le chef d'entreprise à fixer souvent un seuil de déclenchement raisonnable et puis ensuite de pouvoir distribuer une prime plus faible dans l'accord et chaque année décider s'il souhaite verser davantage. Et puis ensuite, une fois qu'on a décidé tout ça, eh bien, comment allons-nous appliquer cet accord? Eh bien, simplement, nous allons calculer les primes individuelles selon les modalités de répartition de la prime définie dans notre accord.
Et surtout, nous allons, à un moment donné, devoir informer la commission de suivi de l'accord. En effet, dans notre accord d'intéressement, il nous faut également désigner un ou plusieurs salariés chargés du contrôle du calcul de cet intéressement. Donc, nous informons la commission du suivi de l'accord et ensuite, nous allons pouvoir éditer et envoyer ce que l'on appelle des bulletins d'options qui sont adressés à chaque bénéficiaire, sur lequel chaque bénéficiaire exprime son choix d'investissement ou non dans le ou les plans d'épargne dont il dispose. Et enfin, dernière étape, il va falloir récolter ces choix d'investissement. Les gens ont 15 jours pour s'exprimer seulement. 15 jours. Si au bout des 15 jours, ils n'ont pas fait ce choix d'investissement ou non, eh bien, par défaut, la réglementation va permettre d'investir automatiquement cet intéressement et de ne pas être fiscalisé dans le plan d'épargne sur le fonds par défaut défini par l'accord, par le plan d'épargne. Sinon, ça va être investi en fonction de ses choix. Alors, il est très important également de bien noter le fait que le fait de percevoir en cash cet intéressement, certes, est fiscalisé, donc je vais devoir le déclarer en revenu complémentaire, mais également le fait qu'il faut faire très attention lorsque notamment on bénéficie d'aides sociales, que cela peut parfois aussi faire sauter des tranches d'aide sociale. Donc il faut aussi avertir l'ensemble de ces salariés de cet inconvénient. Alors, nous avons vu comment construire et fabriquer et puis appliquer cet accord. Maintenant, Eric, qu'est-ce qu'on peut voir comme cas pratique? Regardons, Christelle, effectivement, rapidement, avant d'en aller à la conclusion et de répondre aux questions que vous pourriez avoir. Un cas pratique simple, une SARL, moins de 10 salariés, découverte de l'environnement, du cadre de référence du dirigeant, les résultats de 2014 à 2016, les rémunérations annuelles brutes, donc celles des 6 salariés d'un côté, du dirigeant TNS de l'autre, qui bien entendu sera bénéficiaire, le cahier des charges du dirigeant. Finalement, on reprend les étapes que Christelle nous a communiquées il y a quelques instants. Quel est le budget qu'il a envie de consacrer à cet intéressement? C'est 1 mois de salaire. Donc, si effectivement le seuil de déclenchement fonctionne, l'entreprise distribuera 1 mois de salaire pour l'exercice qui vient de s'écouler. Qu'est-ce que le dirigeant souhaite voir comme critère de déclenchement? Pour lui, ce qui est principal, c'est améliorer son résultat. Donc, le seuil de déclenchement sera naturellement une amélioration du résultat sur l'exercice de calcul par rapport à l'exercice précédent. Et puis, enfin, dans la logique du dirigeant, c'est un choix de répartition individuelle à la rémunération qui va être retenu dans ce cas de figure. Un outil KERES met à votre disposition qui va vous permettre, soit en phase de simulation, de construction d'un accord d'intéressement, de voir par rapport au déclenchement qu'est-ce que l'on va pouvoir être amené à payer en prime individuelle brute ou nette, sachant, comme Christelle l'a rappelé, qu'elles peuvent être améliorées par la décision d'un supplément d'intéressement. Mais aussi, on pourra utiliser cet outil en phase d'application réelle de l'accord, puisque l'outil proposé va jusqu'à permettre de générer les fameux recueils d'options individuelles qui sont utilisés pour la mise en paiement de l'accord d'intéressement. La prime d'intéressement, lorsqu'elle tombe, la question c'est « que puis-je en faire ?» La réponse, elle sera dictée par ma situation fiscale individuelle de bénéficiaire. Nous avons rappelé que si elle est perçue en cash, on paye l'impôt sur le revenu, y compris en cette année de prélèvement à la source. C'est considéré comme un revenu exceptionnel. Si on l'épargne sur un plan d'épargne, que ce soit le plan à 5 ans ou le plan retraite, non seulement il n'y a pas de fiscalité, mais il n'y a aucun impact sur d'éventuelles prestations sociales soumises à conditions de ressources. Et bien entendu, si le dirigeant a choisi de récompenser les épargnants d'intéressement sur un plan d'épargne salariale par le versement d'un abondement, eh bien cet intéressement versé sur le plan d'épargne ouvrira droit à cet abondement. Avant de répondre à vos questions, quelques mots de conclusion sur ce formidable outil qu'est l'accord d'intéressement. Finalement, l'entrepreneur a la main. Il a la main à la fois sur la mise en place de l'accord, il a également la main sur les choix de paramétrage, quel est le montant global d'intéressement qui va être versé, de quelle manière sera-t-il réparti par bénéficiaire,
Quelle est l'optique que je peux choisir? Est-ce que je suis prudent dans mes seuils de déclenchement, prudent dans mon montant global d'intéressement et je me réserve le droit de recourir au supplément d'intéressement? On voit ici toute la souplesse de cet outil avec en corollaire, compte tenu des forts montants d'exonération sociale voire fiscale, une obligation impérative à la fois d'informer à la mise en place, de respecter les délais, et ce, y compris lors de l'application de l'accord. Un des facteurs clés de succès pour se construire un accord d'intéressement qui soit moteur dans l'entreprise, c'est de bien choisir son conseil, les conseillers usuels de l'entreprise, tels l'expert comptable, l'avocat en droit social, mais également le courtier ou le conseiller en gestion de patrimoine indépendant qui seront là pour assister le dirigeant dans l'équipement de cet outil. Merci Eric. Alors, on va répondre à une ou deux questions, enfin quelques questions quand même. Alors Eric, lorsqu'on parle de temps de présence, est-ce que pour le dirigeant qui travaille le double du salarié, ça compte comme double? Eh bien non, ça ne compte pas comme double. Le dirigeant, on considère qu'il est à 100% de son temps de travail, pas plus, et le temps de travail en l'espèce, c'est le temps de travail légal appliqué dans l'entreprise. Donc malheureusement, non, si on applique les 35 heures dans l'entreprise, on considère que le dirigeant est à 100%. Ce serait un abus de droit de mettre plus. D'accord. Une association loi 1901 peut-elle mettre en place un accord d'intéressement? Alors, tout à fait. Une association loi 1901 peut mettre en place un accord d'intéressement. En revanche, il n'y a pas de notion de résultat dans une association loi 1901. Donc là, il conviendra d'être extrêmement prudent sur le choix du seuil de déclenchement, puisqu'on préférera peut-être des indicateurs de présentéisme et ou de productivité qui sont inhérents à l'activité de l'association loi 1901. Alors, bon, je vais répondre cette fois pour pas que ce soit toi qui réponde tout le temps. Merci Christelle. C'est gentil. Je vais te la poser alors. Ouais. Quels sont les délais pour une entreprise dont l'exercice se termine à une autre échéance que l'année civile, par exemple septembre? Alors, très bonne question, en effet. L'accord d'intéressement doit absolument être conclu dans la première moitié du premier exercice d'application. Donc, un accord dans une entreprise qui est en exercice décalé doit faire son calcul de façon proratisée. Donc, quand je clôture en septembre, je dois absolument avoir mis en place un accord d'intéressement sur mon exercice septembre 2016 à septembre 2017, donc avant fin mars 2017, avoir conclu cet accord avec mes salariés et le déposer avant mi-avril. Une autre question, Christelle. Un accord d'intéressement qui est actif, donc que l'on doit appliquer, mais qui n'a jamais en fait produit une prime à répartir et à verser, bien entendu, pour les bénéficiaires parce que les objectifs sont trop élevés. Est-ce qu'on retient la durée d'application de cet accord pour la fameuse période des 5 ans qui conditionne le bénéfice des 8% de forfait social Macron? Il faut absolument que l'accord se déclenche pour qu'on puisse bénéficier du 8% forfait social, en effet. De même qu'une entreprise qui, au bout des 3 ans, vous savez que c'est valable sur les 6 premières années, un forfait social réduit à 8%, au bout des 6 premières années de l'accord, eh bien, à la 7e année, on repasse à 20% de forfait social. Imaginons qu'une entreprise mette en place un accord d'intéressement sur 3 exercices, qu'elle n'en remette pas en place pendant une année et qu'à nouveau elle souhaite mettre en place un accord d'intéressement, eh bien elle ne peut plus du tout bénéficier du forfait social à 8%, excusez-moi. Donc effectivement, que l'on regarde lors de l'application d'un accord d'intéressement soumis à un forfait social de 8%, ou que l'on regarde dans le rétroviseur pour voir si sur les 5 ans, on a appliqué ou non un accord d'intéressement, c'est bien la notion d'application de l'accord d'intéressement qui prime et non pas la notion de versement d'une prime globale d'intéressement. Une dernière petite question, puisqu'on va être court dans les délais sinon. Eric, peut-on changer de seuil de déclenchement chaque année? Alors, l'accord d'intéressement n'est pas fait normalement pour être modifié tous les 4 matins. Néanmoins, quand il y a une modification de l'environnement de l'entreprise, une variation de l'intensité concurrentielle par exemple, le dirigeant peut tout à fait, toujours dans ce délai de la première moitié de l'exercice d'application en question, qui serait donc le 2e ou le 3e, proposer un avenant
et effectivement modifier l'accord d'intéressement sur ce seuil de déclenchement et changer de seuil de déclenchement. Par exemple, la variation du chiffre d'affaires ne convient plus et on va prendre une variation du résultat courant avant impôt. D'accord. Et enfin, une dernière question. Comment formalise-t-on le versement du supplément? Est-ce que c'est une décision du conseil de l'entreprise qui donne lieu à un PV ou s'il n'y a pas de conseil, comment ça marche? Alors, si on regarde le droit pour ce fameux supplément d'intéressement, cette décision, lorsqu'effectivement on est en décision unilatérale, et comme tu l'as fort bien rappelé, il n'y a donc aucun changement dans le mode de répartition individuelle du supplément d'intéressement, il suffit juste de procéder à une information tant de la commission de suivi d'application de l'accord d'intéressement que des bénéficiaires sur le montant du seul supplément d'intéressement qui va être mis en paiement dans l'idéal et pour des questions de bon sens et de praticité, 1 mois, 15 jours après la mise en paiement de l'accord d'intéressement de base qui a permis de le générer. D'accord, ben merci beaucoup Eric. Je crois que nous avons un peu dépassé notre timing, mille excuses. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé à ce webinaire et on espère vous retrouver prochainement. Nous vous proposons de retrouver les réponses aux questions que vous avez posées et pour lesquelles nous n'avons pas encore répondu sur notre blog Partage du profit. À très bientôt. Merci de votre écoute et de votre attention.